Bonjour, Mbote, Anisokoma, Nawezon, good morning. Chers amis, merci de me suivre et de prendre une minute. Alors, je viens vous faire une proposition. Vous savez, la nature a horreur du vide. L'idée n'est pas venue de moi, mais je répète, la nature a horreur du vide. Nous sommes en train de mettre en place une chaîne de télévision qui vous proposera un panel que nous ne retrouvons plus dans aucune chaîne parce que la plupart ont désisté. Nous allons vous faire une proposition. Nous souhaitons participer à l'émancipation de nos enfants, de nos aînés et des générations futures. La proposition est la suivante. Concernant l'histoire, nous allons sonder l'histoire. Nous allons vous faire une proposition d'une partie de la planète que vous ne connaissez pas, celle de l'Afrique, racontée par les Africains. Vous savez, des lions, tant qu'ils n'ont pas les historiens qui comptent leur histoire, les chasseurs viendront toujours parler de leur prouesse. Donc, il est temps que les lions ont leurs propres historiens. Nous allons parler d'économie. Vous savez, il y a des parties de la planète qui n'ont pas attendu après le capitalisme pour s'émanciper, pour faire des échanges. Or, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on nous met comme norme, c'est le capitalisme tel que présenté par l'Occident. Ce n'est pas et ça n'a toujours pas été un paradigme général. Donc nous allons vous proposer d'autres perceptions concernant d'autres pratiques économiques dans d'autres lieux de la planète. Nous parlons de la culture. Combien parmi vous sont au courant de la culture Dogon? Combien parmi vous sont au courant de la spiritualité Congo? Combien parmi vous sont au courant, allons-y simplement, parlons des éléments culinaires? Combien parmi vous, même ayant été au continent, connaissent les épices qui composent les aliments qui constituent ce qu'ils mangent tous les jours? Donc, sur le plan culturel, nous allons redonner de la lumière à tout ce que nous faisons comme culture, comme musique, comme aliment dans nos terres, la terre de Kama. Ce qui est dit ici concernant la terre Kama ne concerne pas que le continent africain. Ça concerne également la diaspora éparpillée un peu partout. Alors, certains me diront, c'est une vision sectaire, communautariste. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit bonjour, je vous ai dit good morning. Certes, je ne connais pas dans toutes les langues comment ça se dit bonjour. Mais sachez une chose, je vous dis tantôt que la nature a horreur du vide. Et les peuples ont toujours été en interaction. Donc, désormais, vous aurez un autre son de cloche venant de cette web TV qui est née d'ailleurs même des multiples censures. Parlant des censures, nous sommes à 24 chaînes censurées en moins de 2 ans. J'estime que c'est énorme.
Donc, l'idée est venue après une énième censure de monter avec les frères et sœurs une web TV qui nous permettra d'échapper à la censure. Donc, vous aurez une chaîne web TV avec des ramifications Instagram, Facebook. Donc, vous aurez les liens pour pouvoir vous y inscrire. Alors, nous allons également aborder un sujet très sensible. Vous savez que l'humanité a toujours été gérée par la gestion des croyances. Celui qui contrôle ta pensée contrôle la vie de tes générations, de génération en génération. L'Église, les religions contrôlent l'humanité. On dit c'est l'opium du peuple. À partir de cette web TV, nous allons continuer à développer les travaux qui ont été faits par nos aînés concernant ce paradigme-là. Nous allons vous donner un bref aperçu de la spiritualité africaine. Ceux qui se sentent et qui sont appelés, je dirais plutôt, ceux qui sont appelés par ce paradigme-là auront des éléments pour pouvoir se reconnecter avec qui ils sont. Voilà. Donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés, à tous les amoureux de la liberté, de bien vouloir se joindre à ce projet qui, rien que d'y penser, me donne le sourire tous les jours. Voilà. Alors, mon nom c'est Jules Ngane. Je vous remercie. You don't know. Are you ready now? Baby girl, show them. Show them. Mr. Flavor, call it Quand tu veux combattre le racisme, c'est que tu as encore une mentalité d'esclave. Et comment se manifeste la mentalité d'esclave? C'est que tu as l'illusion qu'un jour, le maître va te rendre justice. Sans que tu aies la force. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne connaît pas notre histoire en fait. L'histoire du peuple noir, c'est l'histoire d'une succession d'illusions. C'est une définition qui a emprunté à la psychologie des profondeurs. C'est comme ça qu'on appelle ce courant de pensée. Bon, maintenant je vais dire ceci, pour que tout le monde comprenne. Ceux qui ont fait de la sociolinguistique, savent que la langue que nous parlons, c'est aussi des mots. Et ces mots sont des charges émotionnelles lexicales. C'est l'émotion. Tu vois? Donc, l'être humain ne peut pas vivre sans son imaginaire. Son imaginaire est même le point d'ancrage de sa créativité. Que cette créativité soit artistique, scientifique, philosophique, etc. Ce racisme a commencé, ce renversement a commencé dans l'Antiquité. Et la traite négrière n'est pas la cause, mais la conséquence. Or, tu ne peux pas connaître un problème si tu n'étudies pas la cause. Donc, jusqu'à présent, les Noirs sont le seul peuple qui n'ont pas étudié les causes réelles de leur régression historique. Donc, la première chose, c'est qu'il faut étudier les faits. Mais même en étudiant la traite, on l'étudie mal. Comme nous allons le voir tout à l'heure. Le professeur Molefi à Santé réplique. La traite négrière n'est pas un commerce qui a mal tourné au détriment des Noirs. C'est une guerre d'extermination raciale. Voilà. C'est une guerre d'extermination raciale. Bon, je vais aller plus loin. C'est une guerre d'extermination de la race noire dont le but était d'abord d'éradiquer le noir sur la terre d'Afrique. Déjà, il y a même des gens qui ne connaissent pas leur propre histoire, qui s'amusent avec moi.
Donc moi, leur histoire, c'est pas l'histoire de la Guadeloupe. Parce que les Noirs qui sont arrivés en Guadeloupe, c'était des Africains qui étaient des déportés, ce n'étaient pas des esclaves. Donc tu me dis tu es descendant d'esclaves, tu es déjà même quelqu'un de douteux. C'est le cas de Serge Romana et tous ces nègres-là. Tous ces nègres-là. Qui n'osent même pas m'attaquer. Parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir la décharge. S'ils s'amusent avec moi. Donc le problème est le suivant. On dit qu'en vie, pourquoi tu es intransigeant? Voici la réponse. Parce que si j'étais complaisant, l'avenir des millions de Noirs serait hypothéqué. C'est comme si un être humain, il porte un mal et il est dans le déni. Comment on va le soigner? Donc moi, je suis un négothérapeute qui utilise les prétextes des conférences, des cours, des trucs comme ça, pour faire la pratique clinique de mon peuple. Et cela passe d'abord par la désintoxication du mental. Voilà ce que je fais. Je suis un négothérapeute. C'est-à-dire que moi, je dois désintoxiquer le mental. Notre mental est empoisonné. C'est-à-dire le sacrifice suprême. C'est-à-dire que nous sommes prêts à courir le risque de l'anéantissement physique. C'est tout. On n'a pas besoin de nous accrocher à cette chair. Donc, nous voulons que le véritable problème de l'Afrique soit posé correctement. J'ai formé un jeune qui est guadeloupéen, qui s'appelle Lolia Franco. C'est lui qui est auteur de ce livre. Autopsie de la négrophobie. C'est lui qui est auteur de ce livre. Et il est dans la brigade anti-négrophobie. D'accord? Et il met en sous-titre chronique d'une mort annoncée. Donc, une mort de la négrophobie. Chronique d'une mort annoncée. Bon, déjà, si tu veux tuer quelqu'un, il ne faut pas annoncer. D'abord. OK. Bon, moi, je vais expliquer comment il aurait fallu formuler le diagnostic. OK. La France n'existe en tant que puissance économique et en tant que puissance géostratégique que par l'exploitation multiséculaire de la race noire sur toutes les planètes. Or, la France ne peut pas octroyer pour des raisons de morale ou pour des raisons humanitaires ce qui permettra aux Africains de la renvoyer au rang de sous-puissance plus bas que l'Albanie dans le Conseil de Nations. Parce qu'eux-mêmes disent que l'Albanie c'est le dernier. Si la France ne recevait pas chaque année 444 milliards d'euros des mécanismes de subordination de l'Afrique par le truchement des accords de coopération, notamment de 13 à 14 pays, la France ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui, où elle croit qu'elle est. Pourquoi je dis où elle croit qu'elle est? Parce qu'en fait, la France est en déclin. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France est obligée de demander l'aide de l'Allemagne pour maintenir ses bases militaires en Afrique. Et l'Allemagne dit, mais vous m'avez dépossédé de mes colonies. Comment se fait-il que vous qui avez les colonies et tout ça, vous soyez encore derrière nous économiquement? La France est le pays où il y a le plus de gabegie, de gaspillage et de corruption. En Occident. Moi, j'ai vécu en Belgique. Tu ne peux pas prendre le train en Belgique sans qu'il y ait des contrôles quotidiens. Ici, tu peux rester 1 an sans être contrôlé, si tu connais le mécanisme. Cet argent-là, c'est une perte sèche pour l'État. La France est le pays où il y a le plus de fraudeurs aux impôts et à la TVA dans l'Europe. La France est le pays où les élites même disent qu'ils sont ministres des impôts. Et ils ne payent pas d'impôts. Ils donnent ça au paradis. Qu'est-ce que Cahuzac a fait? Et Cahuzac, c'est celui qu'on a attrapé.
et les autres qu'on n'a pas attrapés. Donc ça veut dire que la France, et j'en viens au deuxième aspect de la définition, ne peut pas nous donner un modèle contre la corruption et la gabegie. Parce que c'est la France elle-même qui a amené la corruption et la gabegie là-bas. Sauf que, quand on parle de la départementalisation et on compare à l'Afrique, la France vote un budget. Parce qu'il y a des députés quand même de la Guadeloupe et tout. Même si celui qui dirige la Guadeloupe est toujours un blanc. Et c'est un préfet. Et jamais on a vu un fonctionnaire diriger des élus du peuple. Sauf en Guadeloupe. C'est ça les conséquences de la départementalisation. D'accord? Mais la France est obligée de voter un budget pour la Guadeloupe. La différence avec le Bénin, la France maintient les mêmes rapports d'exploitation économique du Bénin, mais ne met aucun budget pour entretenir les routes et tout ça. Et la France sait qu'avec ce qu'elle prend, on ne peut pas entretenir les routes. On ne peut pas faire les hôpitaux qui sont des mouroirs, etc. C'est ça la différence. Donc, ce qu'il dit là, normalement, il devrait dire ceci. Si la France cesse d'avoir son emprise cadavérique sur l'Afrique, la Guadeloupe fera un pas vers l'autonomie. Parce que les États-Unis d'Afrique vont protéger la Guadeloupe. Vont protéger les Noirs qui sont là-bas. Mais ce n'est pas la Guadeloupe qui, parce qu'elle aura une autonomie illusoire, va régler le problème des Noirs. Qu'ils appellent racisme. À tort. Donc il ressort de ma démonstration qui est imparable, logiquement, que ce qu'on appelle la négrophobie, c'est quoi? Le mot phobie est un mot qui a 3 sens. Dans le grec éolien, phobie voulait dire admiration. Admiration. Ensuite, c'est devenu phobie dans le sens de peur. Peur. Tant il est vrai que tu n'as peur que de ce que tu admires et que tu ne peux pas atteindre. Donc, j'affirme que le nègre était objet d'admiration de tout le monde grec. Et il n'y a pas un démenti qu'on puisse m'opposer sur la base des documents. La différence, c'est que les autres parlent. Moi, je connais les textes grecs. Donc, j'ai toujours cette avance sur eux. Deuxième chose que je dis. La peur est arrivée quand? Dans l'histoire. C'est arrivé quand il y a eu une coalition de tous les peuples qui se haïssaient pour faire tomber l'Égypte. Parce que l'Égypte a accepté d'être infiltrée par des gens, des Mytaniens, des gens de toute origine. L'Égypte a emmené leurs femmes dans les harems et a chassé nos mamans. L'Égypte a rompu ses liens avec la Nubie. L'Égypte a renoncé au système éducatif qui était en valeur, etc. Et l'Égypte était devenue maintenant un pays infiltré et un pays qui fait l'objet de un plan pour exterminer sa population autochtone. Voilà ce qui s'est passé. C'était ce que les peuples de la mer avaient comme dessein. C'est ce que les Hyksos avaient comme dessein. C'est ce que les Assyriens avaient comme dessein. C'est ce que les Grecs et les Perses ont réussi à faire en partie. C'est ce que les Macédoniens avaient comme dessein. Les Romains, les Turcs Mamelouks, les Français avec Napoléon, et puis maintenant les Arabes, qui eux ont une emprise totale. Ils appellent l'Égypte la République arabe unie d'Égypte depuis quand? C'est quoi cette histoire même? Donc, moi je dis ceci. Les Arabes m'ont demandé, mais Kovi, est-ce que tu as un problème avec nous? J'ai dit, si vous voulez, je vais inventer un néologisme pour vous faire plaisir. Ce serait que je suis arabophobe. Oh, ils ont dit, oh, Kovi, toi tu ne peux pas être dans le 93 et ne pas voir les rebeux. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, les cousins. J'ai dit, vous avez oublié de dire zinzin. Cousin zinzin. Nous, on n'a jamais cru qu'on est vos cousins. Parce que vous nous appelez Carlouche. Vous dites que nous, on est ceci. Vous amusez avec les petites filles noires. Mais vous dites que si un noir touche vos filles, il va voir qu'il sera émasculé, tout ça. Donc nous, on sait très bien que vous êtes dans la merde, dans les banlieues. C'est pour ça que vous vous rapprochez de nous. En plus, c'est pour amener nos enfants mourir en Syrie et tout ça. Donc arrêtez vos histoires.
Abolissez l'esclavage en Mauritanie. Je vais vous croire. Il dit, ah, c'est bien ce qu'on a dit, tu as une dent contre nous. J'ai dit, une seule dent ne fait rien. J'ai toutes mes dents contre vous. Voilà. Il dit, mais quel arabe? J'ai dit, pas le peuple. Les gens qui sont dans les palais là-bas, soi-disant gardiens des lieux saints, qui coupent les mains des gens quand ils boivent l'alcool, alors qu'eux-mêmes viennent boire le champagne ici. Tu vois? Donc, ces questions sont très importantes. C'est-à-dire que la négrophobie, on a retenu que le troisième terme, qui est en fait la haine. Non. La négrophobie, c'était un sentiment d'infériorité du blanc qui nous admirait avant. Tu vois? Donc, le problème, c'est que l'Africain, il croit que son problème, c'est le combat contre la négrophobie. Tu vois? C'est-à-dire que, regarde bien, c'est très important. Hein. Chronique d'une mort annoncée de la négrophobie. Ok. Mais est-ce que tu as le moyen de cette mise à mort que tu annonces? Est-ce que même si tu avais les moyens, est-ce que tu annonces que tu vas tuer le serpent? Et le serpent, il fait quoi? Mais il te mord avant que tu fasses le geste. Tu vois? Donc, ça veut dire que il faut éviter aussi de dire que nous allons mener des combats dont nous n'avons pas les moyens. Il faut éduquer notre peuple. Il faut que notre peuple sache que c'est une guerre d'extermination de la race noire qui se joue actuellement en Afrique. Derrière ces histoires de Boko Haram, derrière toutes ces histoires-là, vous croyez que les gens n'ont pas un plan? Ils ont un plan. Et si on vous dévoilait ce plan, mais vous allez être saisi de frayeur. Hotep! Bon, s'il suffisait d'être inculte et immoral pour être raciste contre les Noirs, moi je dirais que le racisme est très développé parmi les élites qui sont cultivées. Il y a même ce qu'on appelle le racisme scientifique. Et c'est ce que les naturalistes ont mis en œuvre ici en France. C'est le racisme scientifique qui a fait que on capture des Noirs dans la nature et on collectionne leurs crânes après les avoir décapités au musée de l'homme. C'est le racisme scientifique qu'on a fait venir une Sud-Africaine pour faire une opération sur ses fesses et l'exhiber. C'est au nom du racisme scientifique qu'on faisait les expositions coloniales. Donc, qu'on faisait les prédations sexuelles. Sexe dans les colonies, c'est un livre. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que le racisme ne peut pas être l'œuvre seulement des gens incultes. Parce que le racisme, c'est une théorie raffinée. Donc, qui est érudite, l'érudition. Qui est fondée sur le passage du complexe d'infériorité du blanc à un complexe de supériorité autoproclamée. C'est tout. C'est ça le racisme. Le racisme, ce n'est pas une idéologie. C'est pour ça qu'on dit que les idées de gauche sont incompatibles avec le racisme. Mais non. Le terreau du racisme, c'est pour faire partout. Dans tous les champs idéologiques. Cheikh Anta Diop a dit une phrase. La droite reconnaît qu'elle a hérité de l'exploitation des colonies. La gauche nie farouchement que les colonies aient pu enrichir la France. La gauche dit qu'au contraire, il y a eu pillage, d'accord, mais le plus important, c'est qu'on vous a instruit. C'est même une insulte. Et Cheikh Anta Diop a dit que la gauche est même plus minable que la droite. Dans sa conférence à Niamey. Et je confirme, en bon disciple que je suis. Partout, nous avons milité. Dans les organisations de gauche. Nous avons toujours été marginalisés, même au sein des instances dirigeantes. En tout état de cause, le processus décisionnel nous échappait totalement. Nous avons été tout simplement des faire-valoir de ces aventures. Que ce soit au sein du Parti communiste, que je n'ai jamais fréquenté, au sein du Parti socialiste, que je n'ai jamais fréquenté. Mais ceux qui les ont fréquentés, ils n'ont jamais fini à un poste quelconque de responsabilité. Le seul,
c'était un Togolais, Kofi Nyam Nyam, que Le Pen appelait Miam Miam, pas anthropophagie. Voilà, c'est un Togolais, qui se prétendait maire de Saint-Couli, un petit bourg qui n'a même pas 100 habitants, où il joue au nègre. Voilà ma position. Et à un moment donné, il est parti au Togo pour dire qu'il veut être candidat aux élections présidentielles parce qu'il n'avait plus rien à manger ici. Le fromage était fini. Il fallait aller ronger maintenant le manioc. Voilà ce genre de nègre. Donc, le problème qui est posé, c'est très simple. Le problème est très simple. Il n'y aura jamais de libération de l'Afrique sans l'élaboration d'une théorie révolutionnaire autoréférentielle africaine. Voilà la vérité. Et cela ne peut être articulé qu'autour d'une seule notion. C'est la maths. Mais en sachant que la maths est à double tranchant, il y a d'abord une arme dans le hiéroglyphe qu'on appelle la faucille. L'objet de la faucille, sa présence, sa raison d'être dans ce groupe hiéroglyphique qu'on appelle maths, c'est quoi? C'est que pour que les bonnes herbes poussent, il faut racler les mauvaises, qui prennent l'espace et qui étouffent les bonnes herbes. L'Afrique doit renouveler ses cadres dirigeants. Il faut que tous ceux qui sont occidentalisés, aliénés, lobotomisés, soient écartés sans aucun ménagement. Et je suis le premier à demander à ce qu'on m'écarte. Donc cela veut dire que tout nègre qui crée des partis politiques bidons en Afrique en se disant opposant, il n'a aucune valeur à nos yeux. C'est tout simplement un collaborateur d'un système qui est en voie de perdition et de déréliction. Voilà ma position. Et ceci est valable des partis d'opposition au Bénin, comme au Togo ou ailleurs. Donc cela veut dire que nous ne considérons pas de près ou de loin ce que nous appelons un repère d'affamés qu'on appelle les oppositions africaines comme porteuses de quelconque espoir en Afrique. Voilà notre position. Je parle au nom de millions d'Africains qui disent aujourd'hui que je suis celui qu'ils doivent suivre en tant que théoricien. Voilà. Donc ça veut dire que, deuxième chose, il faut que l'Africain comprenne une chose aussi. Les organisations que le blanc crée pour lui, qu'on appelle les organisations antiracistes, c'est comme la société des amis des Noirs au XVIIIe siècle. On prend quelqu'un qui est une victime et on surfe sur les vagues victimaires de sa souffrance pour se faire encore de l'argent. Voilà pourquoi vous voyez dans le métro des enfants noirs qui sont présentés décharnés et on dit que donnez un peu à l'UNICEF, donnez un peu à ceci, alors qu'on sait très bien que ces dons-là vont pour faire des trafics de faux médicaments, des choses comme ça que l'UNICEF fait. Donc, je ne vais même pas trop parler, parce que les Ivoiriens ont dit qu'en vérité est trop profonde, c'est comme piment dans la bouche. On appelle cette langue-là le franc ivoirien. Voilà. Donc, ce que je veux dire, tous les problèmes africains sont mal posés. Les problèmes africains sont mal posés. Le premier problème mal posé, c'est que nous croyons que, en ayant des amis blancs au sein des ONG occidentales, nous allons faire valoir nos droits. Les ONG occidentales sont des associations de malfaiteurs qui sont composées d'espions. C'est des nids d'espions. Et certaines se sont spécialisées dans l'art de voler encore l'argent de ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi ils font des procès contre des présidents africains pour biens mal acquis. Alors qu'ils savent très bien que ces biens mal acquis, il y a une partie qui sont des biens bien acquis, que leurs présidents à eux en France ont pris pour faire leur campagne électorale, des valises de billets. Comment voulez-vous combattre des corrompus sans remonter aux corrupteurs? Voilà l'imposture qu'on nous prépare. Alors nous disons, toutes les ONG sont indésirables en Afrique. Voilà la position de Kofi Rekler. Je crois que mes positions sont tellement claires que même les gens qui disent qu'il y a un soupçon d'opacité
dans la position de ce nègre, eux-mêmes, ils ont des doutes. Il faut que le doute change de camp. Il faut que le doute change de camp. Hotep. Des deux côtés, la victime collatérale a toujours été le noir. On n'a déporté aucun chrétien blanc dans les pays d'islam. Et on n'a déporté aucun musulman blanc ou sémite en Guadeloupe ou ailleurs. On n'a déporté que des noirs. Ça s'appelle tout simplement la convention Xavier Coppolani. Parce que c'est un Corse qui a rédigé le document par lequel le pape a demandé aux musulmans de Constantinople et d'ailleurs, ça s'appelait Byzance avant, n'est-ce pas? Et il leur a demandé de tout faire pour déporter les Noirs. Les Noirs chrétiens. Mais il faut épargner les Blancs chrétiens dans les croisades. Ça s'appelle la convention Xavier Coppolani. Parce que c'est un document de 13 000 pages que Xavier Coppolani a dit. Voici les traités depuis que le pape a fait le premier traité. Le pape Urbain II, qui est celui qui a lancé les croisades. Il a fait des négociations avec les musulmans. Mais le but de ces gens-là, c'était de prendre les terres des Noirs. Tous ces gens-là, ce n'était pas pour les amener vers Allah. Ou pour les... C'est faux! C'est faux. Donc, à partir de ce moment-là, les Noirs, au lieu de ménager leurs frères chrétiens, ils les tuaient. Et les Noirs chrétiens tuaient les autres parce qu'ils croyaient réellement que c'est Allah qui a demandé ça. Tu vois, toi tu as une religion d'amour. Et dans ton livre, c'est marqué tu ne tueras point. Et toi tu demandes aux Noirs de s'entretuer. Donc ça veut dire que tu ne crois pas. Tu respecteras la femme comme la créature qui a mis au monde les prophètes. Tu vois? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu violes les femmes de 13 ans, noires, et tu les appelles des biches à plaisir dans les sultans. Tu vois des vicieux. Ils disent que une fille arabe qui n'est pas vierge, elle sera lapidée. D'accord? Mais eux-mêmes, hein, ils lui font de la perforation sodomique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, le problème, c'est quoi? Leurs propres filles sont des victimes. Jusqu'à aujourd'hui. Le jour où ces femmes vont se réveiller, le monde arabe va vaciller. De toute façon, il n'y a pas de monde arabe. Ce qu'ils appellent le monde arabe, c'est les terres qu'ils ont conquises ailleurs. Après avoir fait l'épuration ethnique sur la péninsule même, en faisant disparaître les habitants autochtones que sont les Sabéens. Voilà la vérité historique. Personne ne la dira de manière aussi claire que nous. Hotep. Hotep. 8e question. Le racisme anti-nègre est-il à l'origine de la traite négrière ou la traite négrière a-t-elle généré au contraire la négrophobie? Confère Pizzi à la page 30. Bien. Serge Covey. Ça, quand la mère dit Serge Covey, je sais que l'enjeu est grave. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, c'est comme le serpent qui se meurt la queue. Ou alors c'est que, voici la question qu'on a posée. C'est Maître Écart qui a posé cette question. Aucun philosophe n'a pu répondre. La question est simple. Qui de la poule et de l'œuf a fait l'œuf? Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? Il est évident qu'avant d'être une poule, on a d'abord été un poussin sorti d'un œuf. Et on n'a jamais vu un œuf sorti tout seul, sans être pondu par une poule. Bon, alors, qui a fait l'autre? Donc cette question, est-ce que c'est le racisme qui a produit la traite des guerres? Ou est-ce que c'est la traite des guerres qui a produit le racisme? C'est une question, la poule et l'œuf. Ça s'appelle, en philosophie, une question aporétique, c'est-à-dire une impasse.
Donc voilà, je vais poser la vraie question maintenant. Qu'est-ce qui fait que l'Égyptien qui a dominé le monde pendant 5000 ans, qui était nègre, de guide de l'humanité, il est tombé au rang de paria de l'humanité? Et voici ma réponse. Sans ambiguïté, elle sera contredite par aucun esprit logique. La civilisation pharaonique a perdu ses propres mécanismes d'auto-reproduction et est devenue une civilisation sans boussole et sans gouvernail. Je vais être plus précis. Il y a 5 choses quand vous perdez votre civilisation est morte. C'est fini. La première chose, c'est ceux qui dirigent le pays. L'élite dirigeante. Si elle cesse d'être formée par le système éducatif du pays, mais que si c'est à d'autres systèmes venus d'ailleurs et obéissant à d'autres intérêts qu'on répond, c'est fini. Parce que l'élite, c'est l'avant-garde éclairée du peuple. Or, qu'est-ce que nous voyons au Togo, au Bénin? Il y a une arrière-garde acculturée qui est à la remorque de la France et que nous voulons appeler élite. Donc, les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites sociales sont tout simplement extraverties au lieu d'être autocentrés. Donc, voilà pourquoi. Mais ils vont te dire que non, c'est parce que Jésus a dit que nous avons péché et tout. Non, 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 non. Moi, je dis, Jésus, il raconte ce qu'il a raconté. Il n'a aucun évangile dans lequel il a raconté. Tout ce qu'on lui prête comme propos, ça a été fait par des gens qui sont tout simplement, selon moi, des assassins multirécidivistes comme Paul de Tarse. Voilà ma position. Voilà ma position. C'est tout. C'est du jamais vu que toi, tu as toutes les ressources de la planète, les 3/4 des ressources de la planète, et tu ne cherches même pas l'identité de celui qui vient dans ton pays pour dire qu'il veut faire la coopération, de celui qui vient pour faire le tourisme sexuel, qui a le sida et qui donne à tes enfants. Et tu es là. Par contre, quand un noir de RDC vient au Congo-Brazzaville, tu dis qu'il est migrant. Voilà la vérité. Les noirs n'aiment pas ça. Le jour où ils vont se réconcilier avec la vérité, on va faire un grand pas. La troisième chose, lorsque l'élément qui dans la nation fait la cohésion de la nation, c'est-à-dire l'élément féminin, les femmes, lorsque tu les transformes en femmes de joie, lorsque tu les transformes en concubines, c'est-à-dire des femmes que tu vas voir seulement pour soulager ton plaisir sexuel, lorsque tu le comprends, et que tu prends des étrangères pour faire des métis, et ces métis demain, on leur dit que c'est eux qui vont régner en Égypte. C'est le cas de Amasis, c'est le cas de Psamétique qui ont perdu l'Égypte. C'est des métis. Leurs mamans sont venues d'ailleurs et leur ont donné l'éducation d'ailleurs. Parce que vous avez humilié leurs mamans en les mettant dans des harems. Et chaque pharaon y allait avec les femmes de peau claire. Comment voulez-vous que ces femmes n'éduquent pas leurs enfants contre vous? Après, ils disent qu'ils ont fait des poèmes d'amour, des histoires comme ça. Toi, tu fais des poèmes d'amour, mais toi, tu ramènes la femme pour la mettre comme femme dans un harem, au milieu d'autres femmes qui sont venues d'Asie, au milieu d'autres femmes, tout ça. À partir c'était fini. Une première dame doit être à l'image des femmes du pays. Il n'y a qu'en Afrique que tu peux voir Dominique Ouattara ou au Gabon, des choses comme ça. Hein? Tout ça. Évidemment, ils disent oui, mais qu'on vit. Cheikh Anta Diop avait une femme blanche. Mais le problème est le suivant. Tous ceux qui ont eu des femmes blanches, ils n'ont pas fait le travail qu'il a fait pour l'Afrique. Voilà. Jugez les gens sur ce qu'ils ont apporté. Pas sur ce que vous pensez être mauvais. Parce que le problème de l'Africain, c'est qu'il aime chercher des poux sur le crâne de chauve. C'est ça le problème de l'Africain. C'est-à-dire, même si tu fais bien, il dira que un seul détail est mauvais. On nous dit nous faisons de mauvais lives. Mais nous faisons les lives gratuitement.
Ces nègres qui parlent. Est-ce que si un blanc faisait des lives de notre qualité, est-ce qu'il n'allait pas payer? Après, ils nous disent que nous faisons des affaires sur le dos des Noirs. Que sur leur dos. C'est quoi? C'est des dromadaires? C'est pas sérieux ça. Donc, la question centrale qui est posée, c'est que le Noir a commencé à prendre la Syrie comme allié de l'Égypte pour faire la guerre contre la Nubie. Or, c'est la Nubie qui a fait que les Hyksos n'ont pas détruit l'Égypte. C'est la Nubie qui a fait que les Libyens, avec Taflak, n'ont pas détruit l'Égypte. Tout ça. Donc, ça veut dire que toi, l'alliance naturelle qui te lie à son parent nubien, tu dissous ça. Et tu vas maintenant chercher ton ennemi héréditaire qui rumine sa soif de vengeance, compte tenu du fait que tu as dominé le monde pendant 5000 ans. Et il retient plus que tu lui as apporté. Il dit que l'Égypte l'a rendu esclave. Tu vas le chercher, tu l'amènes en Égypte et son descendant devient pharaon. Aucun chef d'État africain du précaré français ne dirige ce précaré. C'est des conseillers français, des blancs qui dirigent. Même Olympio, quand il a décidé de changer la monnaie, de battre monnaie, contre le franc CFA, celui qui assurait sa sécurité, c'était un Français, qui s'appelait le commandant Métrier, et c'est lui qui avait tué les Camerounais. Donc déjà, s'il avait un service de renseignement, il saurait que celui qui est en charge de la coopération militaire et de sa propre garde, c'était quelqu'un qui avait déjà fait des exactions dans un pays africain. Et il allait s'en prémunir. Donc voilà ce qu'on appelle tout simplement le fait de prendre des décisions pour dire qu'on dirige un pays, alors qu'en fait on est capable d'assurer sa propre sécurité. C'est la naïveté. La naïveté même. À ce niveau-là, Gbagbo n'aurait jamais dû être à la CPI. Et je le lui ai dit. Donc, il faut comprendre aussi qu'à partir du moment où un pays a rompu avec sa spiritualité, c'est fini. Les Égyptiens là, les métis là, ils sont rentrés dans quoi? Dans l'hermétisme. C'est quoi l'hermétisme? C'est le premier nom de la franc-maçonnerie. Quand on a fermé nos temples par la force, on a tué nos prêtres et tout ça. Certains se sont enfuis en Asie, d'autres sont partis vers l'intérieur de l'Afrique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les métis là, ils sont devenus des adeptes de l'hermétisme. Je vais même plus loin. C'est eux qui ont fabriqué Hermès Trismégiste en prenant l'image de Thoth. Voilà la vérité. Toute vérité n'est pas bonne. Hotep. Hotep. Quelle est la plus grande crainte de la race blanche? Même au fait de sa domination, selon elle. Et sa domination, c'est quoi? C'est tout simplement une emprise matérielle basée sur la force des armes de lâche. Parce que s'il se bat avec le noir, il ne peut jamais gagner. Mais c'est des armes de lâche. Ça s'appelle la bombe atomique. Ça s'appelle les missiles solaires. Ça s'appelle des choses comme ça. Donc ils se sont entendus pour que l'Afrique n'ait jamais ça. Quelle est son angoisse? Eh bien, je vais vous dire. C'est la submersion démographique. C'est-à-dire que la hantise d'une planète nigrifiée, noire. Alors, vous allez demander les convives, est-ce que pour toi c'est une hantise? Je vais vous donner une réponse ce soir qui va faire date. C'est la seule chance pour que l'humanité soit humanisée. C'est la seule chance. Et j'appelle ça l'œuvre de rééducation du reste de l'humanité par les Kémites, afin d'éviter qu'on sombre tous ensemble dans la barbarie planétaire. Voilà, ça doit faire. Donc, Molefi a santé. Que dit-il? Il y a eu une polémique terrible où on a dit que c'est le racisme des Noirs entre eux qui est à l'origine de la traite des Noirs. Voilà, le racisme des Noirs entre eux est à l'origine de la traite des Noirs. Bon, je voudrais dire ceci. Si je suis logique,
ma définition du racisme, c'est que c'est un complexe d'infériorité des Blancs. Bien. Donc, comme c'est pour les Blancs, le mot race, l'idéologie en question, ça ne peut pas être entre les Noirs. Comment je le sais? Il n'y a aucun texte sur tous les textes que nous avons, les papyrus, qui montrent la haine des Égyptiens contre les Noirs. Il y a même un égyptologue qui a dit au Caire, qu'on le veuille ou non, les Égyptiens détestaient les nègres. Et Cheikh Anta Diop a dit, je veux bien, mais dites alors dans ce cas, qu'on le veuille ou non, les nègres égyptiens détestaient les nègres dont se détestaient eux-mêmes. Vous croyez que quelqu'un qui a bâti des pyramides peut être sot au point de se détester lui-même, dont tout le monde a commencé à rire? Cheikh Anta Diop au Benga. Donc, le problème, c'est des envoyés. C'est des envoyés. Donc, je dis ceci. Le noir croit et a intériorisé cette fable de la supériorité du blanc. Mais aucun blanc cultivé de part ou de loin n'y croit une seconde. Et donc, en disant que ce sont les noirs qui sont à l'origine des noirs, nous avons demandé de nous donner des preuves. Et ils nous ont montré ce livre. Voilà. Sur les origines du génocide contre les Tutsis. Sous-entendu, le génocide des Noirs entre eux. Donc, ils ont envoyé Elie Wiesel, un certain nombre de Juifs, pour aller là-bas, leur apprendre l'expertise de la Shoah. Sauf que les Elie Wiesel disent la différence entre la Shoah et le génocide des Tutsis, c'est que c'est les Noirs eux-mêmes qui ont fait leur propre génocide. Comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire. Quand c'est comme ça, nous on aurait pu dire délit d'antisémitisme. Mais si toi tu dis ça, qu'il y a des Juifs qui ont participé dans cette affaire de Shoah, mais tu es mort, c'est un léchage intégral qui peut aller jusqu'à la muselière. C'est-à-dire, t'empêche de parler pour dire que tu n'as pas dit ça. Donc, le problème qui est posé ici, c'est que c'est un terrorisme intellectuel qui est fait par des milieux que j'appelle le lobby anti-nègre de France. Et je n'ai jamais, pour ma part, créé ces gens. Parce que quand tu es en accord avec ta conscience, hein, la peur est un sentiment qui t'est étranger. Que dit Molefi Assanté? Parce que les historiens africains ont refusé de répondre. Comme il y a eu cette polémique, les historiens africains ont dit non, c'est pas vrai, il y a juste eu des complicités de négriers noirs. Bien. Voici ce que Assanté a écrit. L'idéologie de la supériorité raciale comme fondement de la déportation d'Africains par les Européens blancs. Donc, Molefi Assanté dit 3 choses dans cet article remarquable qui est paru dans l'UNESCO. Dans Des raisons, esclavage et droit, les fondements idéologiques et juridiques de la traite négrière et de l'esclavage. C'est l'UNESCO qui a fait ça en 2002. Page 161-177. Molefi Assanté dit ceci. La capture des Africains était un acte terroriste et raciste. L'argument selon lequel l'ouverture des terres d'Amérique et des Caraïbes aux intérêts européens nécessitait une main-d'œuvre et que le besoin de main-d'œuvre seul était la cause de l'esclavage est inexact. Il est exact que le besoin de main-d'œuvre existait, mais il n'était pas nécessaire d'instaurer le travail servile ou le travail forcé pour parvenir à la suprématie économique. La main-d'œuvre n'est pas par définition servile. En outre, elle n'avait pas besoin d'être africaine. Dans les colonies espagnoles, le système de caste a constamment et invariablement placé les Africains au plus bas de l'échelle des droits et des privilèges. Au Portugal, on capturait les Africains et on les amenait à Lisbonne avant le voyage de Christophe Colomb. Enfin, l'idée communément admise selon laquelle les Amérindiens ont succombé au travail forcé, victimes du soleil, de la sous-alimentation, des maladies des Blancs et d'une incapacité à s'adapter au régime alimentaire européen
est une promotion excessive, caricaturale et inexcusable du racisme et du terrorisme à l'égard des peuples amérindiens et africains. En premier lieu, cette connaissance part de l'hypothèse fallacieuse selon laquelle ni l'Indien ni l'Africain ne sont humains. L'Indien a été dominé, l'Indien n'était pas inférieur. Ces autres humains qui jugent les Africains et les Indiens inhumains sont blancs. Le soleil, dans certaines parties de l'Amérique du Nord, pouvait être plus violent même que dans de nombreuses régions tropicales d'Afrique. Et conclure de ce fait que les Indiens d'Amérique du Nord ou des Caraïbes ne pouvaient pas s'adapter à la chaleur revient à dire que pendant tous ces siècles, ils n'ont pas pu résister au climat de leur propre pays. En outre, le régime alimentaire des Amérindiens était solidement établi et varié avant l'arrivée des Européens. Et ce n'est pas comme si ces gens devaient dépendre de la nourriture préparée par les Blancs pour survivre. Il n'y a dans aucun des ouvrages que j'ai lus de preuves scientifiques pour étayer cet argument légendaire et affabulatoire. La notion de la robustesse des Africains a servi aussi à justifier l'importation massive d'Africains dans les colonies des Amériques et des Caraïbes pour mettre en valeur ces terres au profit exclusif des Blancs. Molefia Santé. Qui nous parle de transactions commerciales autour de trois pôles. L'Afrique, le pôle de l'offre. L'Europe, le pôle de la demande. Et l'Amérique, le pôle de la mise en valeur des marchandises humaines. C'est un récit affabulatoire, sans consistance scientifique aucune. Quand on a fait des colloques bidons, où on a refusé de m'inviter, n'est-ce pas, donnant mon billet à des négationnistes, n'est-ce pas, avec la complicité de certains nègres tapis dans l'UNESCO, qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'aligner sur le terrain de la compétence avec moi. Ils sont partis faire un discours à Ouida pour dire que l'Afrique demande à travers la voix de ces Africains-là le pardon pour avoir vendu ses propres enfants. Et pour avoir aussi. Et donc, il y a un soi-disant président africain qui est là pendant qu'on dit ça. Il y a des prétendus historiens africains qui sont là pendant qu'on dit ça, comme Bokolo. Ils n'ont pas trouvé à redire. Ils ont écrit même des articles, la responsabilité des Africains dans la tête négrière. Il est dans l'ordre des choses que toute cette littérature, excusez la violence du propos, excrémentielle, soit définitivement engloutie pour le bien-être de l'Afrique. Il faut en finir avec ce genre de nègrerie académique. Le racisme était un problème de blanc à l'origine, mais il est devenu un problème planétaire. Pourquoi? Parce qu'on nous fait croire que la solution radicale au racisme, c'est l'antiracisme, qui est l'autre face du racisme, comme nous venons de le montrer. Qu'est-ce qui a fait que le système qui domine l'Afrique perdure jusqu'à maintenant? Malgré toutes les résistances des ancêtres. C'est trois choses. La première chose, c'est que chaque fois, le blanc trouve des noirs qui défendent l'antiracisme, c'est-à-dire des réformes ou des réformettes à l'intérieur du même système de domination, moyennant quelques joujoux et quelques sucettes qu'on leur donne. Et voilà pourquoi le système esclavagiste, Haïti voulait détruire ça. Normalement, le projet d'Haïti, c'était la destruction du système esclavagiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système esclavagiste s'est muté en système colonial. Eh bien, ce livre explique ça. La crise du système esclavagiste. 1835-1847. Dans ce livre, on vous montre que le système qu'on appelle le capitalisme financier mondialisé d'aujourd'hui, avant, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait le capitalisme industriel des monopoles. Avant encore, il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait le capitalisme mercantiliste. Aujourd'hui, nous allons vers le capitalisme post-industriel numérique.
Parce qu'ils disent nous sommes à l'ère du numérique. Chaque fois qu'ils disent l'ère, là, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a les forces qui portent la destruction du système sont corrompues ou détruites physiquement. Voilà. Donc, nous en Afrique, ils sont très inquiets. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, pour la première fois, les Noirs ne se réclament pas des héros blancs, pas de Karl Marx, Engels, Lénine, Mao. C'est fini. Pour la première fois. Ça veut dire que les théoriciens qui inspirent la révolution kémite, ces théoriciens sont exclusivement des gens qui sont dans le Sematawi. C'est le vrai nom pour dire le panafricanisme. C'est le Sematawi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé le mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple kémite. Il y a 11 ans. Et j'ai demandé à tous ceux qui sont sur la place, mettons-nous ensemble. Ils ont dit non, c'est une aventure d'un homme qui est perdu. Ah, Covid, il ne pourra pas. Les Blancs sont plus forts que nous. Ils vont le clochardiser socialement. Et après, chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres font que je ressuscite comme l'oiseau bénou de ses sons. Et chaque fois que je ressuscite, ils sont jaloux, mesquins, et tout ça. Et moi, je me fais un plaisir à les énerver. Ouais, c'est-à-dire que moi... Donc, le problème de fond, c'est que pour tuer une dynamique historique, il faut tuer les théoriciens. Tu vois, les activistes crient, ils font du bruit, hein? Mais ce n'est que du vacarme. Parce que le système lui-même, il présente ses activistes comme voici la preuve qu'il y a la démocratie. Voilà. Mais ils savent qu'ils ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de moyens financiers. Ils n'ont pas de moyens militaires. Ils n'ont pas de moyens logistiques. Donc on les encourage. On les médiatise. Mais jamais moi, on va me médiatiser. On médiatise même des comiques. Mais on ne va jamais me... On amène des rappeurs pour venir parler de sujets graves d'histoire. Mais on ne nous invitera jamais. Bien. La deuxième chose, c'est celle-ci. Il faut que les Africains sachent que la théorie qui va libérer l'Afrique, elle a déjà été élaborée. C'est déjà dans tous les livres que nous faisons le live là. Cette théorie-là. Je dis même que c'est dans les papyrus égyptiens. Tu vois, non? Mais pourquoi le blanc fait croire qu'il faut que les noirs fassent des débats pour savoir quelle est la manière de développer l'Afrique? Alors que l'idéologie développementaliste est une idéologie d'inféodation structurelle au système. Ce que nous voulons, c'est la souveraineté, ce n'est pas le développement. C'est une illusion. Maintenant, ils parlent même de co-développement. Donc, notre problème est très simple. Quels sont les Africains qui sont capables d'étudier cette théorie? Voilà. Cette théorie-là, on va éliminer la notion de démocratie. Donc, on va mettre à la place la maticratie. On va éliminer et déconstruire tous ces concepts qui sont des obstacles épistémologiques. Et on va mettre des concepts dans nos langues. Voilà. Donc, quand tu dis ça, les faux révolutionnaires, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils sont panafricanistes. Mais 5000 ans de l'histoire du panafricanisme qui s'appelait le Sematawi en Afrique, ils sont ignorants jusqu'à la virgule près. Comment veux-tu confier le sort de toute une population à des ignorants, des incultes qui... C'est même pas des ignorants en fait. Il y a une catégorie d'ignorants que vraiment, c'est dangereux même. Tu vois, c'est des ignorants qui ignorent qu'ils ignorent. Putain, ça, vraiment, ça, non. Ça, quand c'est comme ça, je sabre. Parce qu'on ne peut pas laisser prospérer ce qu'on appelle... c'est des gens qui vont contaminer le peuple. C'est même pas eux qui gardent leur virus. Mais ils vont contaminer le peuple. Et on ne choisit pas de sacrifier un groupe pour un individu incurable. Mais la troisième chose, c'est celle-ci. Nous, que ce soit Narmer, moi, tout ça, qu'est-ce qui nous divise en fait?
C'est-à-dire, qu'est-ce que le blanc a inventé pour nous diviser? Un, la conscience micro-ethnique et tribale. Tu vois? On va dire, écoute, Covid, il dit que le peuple kémite, l'armée, c'est Mbamileke. Hein? Depuis quand, toi et lui, vous faites un peuple? Non. Tu vois? La deuxième chose, c'est la conscience micro-nationaliste. C'est-à-dire, lui, il est de l'enclos du Cameroun. Hein? Toi, tu es de l'enclos du Bénin. Vous n'avez pas le même passé colonial. Hein? Eux, ils ont été colonisés par les Allemands, et accessoirement par les Anglais. Et puis la France est venue en 1906 pour imposer un protectorat illégal, etc. Mais comment tu dis que tu es de la même vision politique que lui? Mais ce n'est pas les mêmes peuples. Tu vois? Et la troisième, la plus pernicieuse sans doute, c'est la conscience micro-confessionnaliste. Tu vois? Mais Narmer, c'est un animiste. Gomez. Et toi, tu es un chrétien d'obédience du Vatican. Et l'autre à côté, c'est un protestant qui a protesté depuis Luther. Et l'autre a fait ceci. Et bien voilà! Et le blanc donne des subventions pour développer ces trois cancers. C'est des cancers. Vous comprenez? Des cancers. Donc, nous disons, puisque nous sommes à l'heure du bilan, que l'Afrique ne peut pas sortir de la prochaine guerre mondiale asymétrique qui aura lieu en Afrique. Qui a commencé même en Afrique. C'est pour ça qu'il y a des rébellions. Derrière les rébellions là, c'est des puissances qui sont derrière et qui leur vendent des armes. L'Afrique n'a pas d'industrie pour fabriquer des armes. La déification des armes en Afrique, tout ça, ça procède d'une logique d'éradication du peuple noir sur son continent d'origine. Quiconque ne comprend pas ça, ça veut dire qu'il n'a aucune notion de géopolitique. Il n'est pas capable de faire une analyse systémique lucide. Donc je ne peux pas discuter avec lui. On ne peut pas discuter. Tu vois. Donc, nous disons que pour beaucoup de gens, nous ne parlons que des livres. En fait, le livre est un outil de désaliénation mentale collective. Elle veut que les Africains cessent de jeter toutes leurs forces dans un combat qui va aboutir demain à la réoccupation de l'Afrique et à la réesclavagisation du noir. C'est ça le combat de l'antiracisme militant. C'est une ruse de l'Occident, une ruse de plus pour sauver un édifice qui vacille sous nos yeux. C'est pour cela que chaque jour, nous nous réjouissons d'avoir rencontré sur notre chemin, à l'époque où nous étions dans ce qu'on appelle une logique de l'errance et de la déshérence, le maître, l'unique maître, Cheikh Anta Diop. C'est grâce à Cheikh Anta Diop que nous avons d'abord échappé à notre propre sommeil dogmatique qui était devenu comateux. Deuxièmement, c'est grâce à Cheikh Anta Diop que nous avons choisi de ne plus être des spectateurs d'une mise à mort de l'Afrique, mais de devenir des acteurs d'une résistance contre cette mise à mort. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive les beaux mourir, nous vaincrons. Hotep! Hotep. D'abord, j'annonce mon soutien au footballeur Vikas Dorasso, qui est candidat à la mairie du 18e arrondissement de Paris. C'est cette mairie qui abrite le fameux marché Château Rouge. Et nous savons que c'est le cœur du Paris noir. Mais nous savons aussi que le vivier de la Renaissance kémite se trouve dans 30 villes qui vont de Paris intramuros, donc le 18e n'en est qu'un concentré, c'est un arrondissement, jusqu'à au-delà de Melun, qu'il s'agisse de Saint-Denis, qu'il s'agisse de Garges, Sarcelles, qu'il s'agisse de Sarcelles même, qu'il s'agisse de Gonesse, de Bondy, d'Aubervilliers, tout ça c'est les Noirs qui sont majoritaires. Toutes ces villes
Voilà pourquoi les recensements sont classés confidentiels parce qu'il paraît qu'il ne faut pas faire de statistiques ethniques. Parce que la France n'aime pas qu'on compte les gens en race. Mais c'est les statistiques qui font ethniques qui permettent à la police de faire ce qu'elle fait dans ces quartiers-là. Et nous avons pu consulter ces statistiques qui montrent donc que les Noirs sont majoritaires dans tout ça. C'est pour ça que j'appelle toute cette zone de plusieurs millions d'habitants. J'appelle ça la ceinture noire du Grand Paris. The Black Belt of the Great Paris. Et Paris même, c'est le sanctuaire d'Isis. Inutile même de donner l'étymologie. Par conséquent, tous ces Noirs, ils doivent se mettre ensemble pour créer un réseau d'entraide, de solidarité et de partage entre Kémites. Par conséquent, la révolution kémite commence d'abord dans les lieux bannis de la République, les banlieues. Si aujourd'hui, les Tamouls, les Sri Lankais ont des entreprises de la Chapelle jusqu'à la gare du Nord et au-delà, et ça ne nous interpelle pas, c'est ce que c'est inquiétant. La France est un pays hermétiquement fermé à l'émancipation du peuple africain. La France est le seul pays qui pratique la négrophobie institutionnalisée et systémique. Voilà pourquoi nous n'avons même pas un endroit qu'on pourrait appeler un centre culturel africain. Nous n'avons même pas une banque. Nous n'avons rien en France en fait. Mais nous avons travaillé toute notre vie pour la France. Nous avons même payé le prix du sang pour la France. Toutes les autres communautés qui bénéficient de la France aujourd'hui n'ont pas versé leur sang pour la France. C'est pas toi qui dis que tu es Rek Miret. Nous allons donc vous renvoyer vers ce qu'on appelle le teaser. Dans ce teaser, j'ai donné tout le programme intitulé Initiation à l'égyptien pharaonique et les principes de l'écriture hiéroglyphique et les synchronies de la langue pharaonique, inscription et stèle à l'appui. Bonjour, Mbote, Anisokoma, Nawezong, good morning. Chers amis, merci de me suivre et de prendre une minute. Alors, je viens vous faire une proposition. Vous savez, la nature a horreur du vide. L'idée n'est pas venue de moi, mais je répète, la nature a horreur du vide. Nous sommes en train de mettre en place une chaîne de télévision qui vous proposera un panel que nous ne retrouvons plus dans aucune chaîne parce que la plupart ont désisté. Nous allons vous faire une proposition. Nous souhaitons participer à l'émancipation de nos enfants, de nos aînés et des générations futures. La proposition est la suivante. Concernant l'histoire, nous allons sonder l'histoire. Nous allons vous faire une proposition d'une partie de la planète que vous ne connaissez pas, celle de l'Afrique, racontée par les Africains. Vous savez, des lions, tant qu'ils n'ont pas les historiens qui comptent leur histoire, les chasseurs viendront toujours parler de leur prouesse. Donc, il est temps que les lions ont leurs propres historiens. Nous allons parler d'économie.
Vous savez, il y a des parties de la planète qui n'ont pas attendu après le capitalisme pour s'émanciper, pour faire des échanges. Or, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on nous met comme norme, c'est le capitalisme tel que présenté par l'Occident. Ce n'est pas et ça n'a toujours pas été un paradigme général. Donc nous allons vous proposer d'autres perceptions concernant d'autres pratiques économiques dans d'autres lieux de la planète. Nous parlons de la culture. Combien parmi vous sont au courant de la culture Dogon? Combien parmi vous sont au courant de la spiritualité Congo? Combien parmi vous sont au courant, allons-y simplement, parlons des éléments culinaires? Combien parmi vous, même ayant été au continent, connaissent les épices qui composent les aliments qui constituent ce qu'ils mangent tous les jours? Donc, sur le plan culturel, nous allons redonner de la lumière à tout ce que nous faisons comme culture, comme musique, comme aliment dans nos terres, la terre de Kama. Ce qui est dit ici concernant la terre Kama ne concerne pas que le continent africain. Ça concerne également la diaspora éparpillée un peu partout. Alors, certains me diront, c'est une vision sectaire, communautariste. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit bonjour, je vous ai dit good morning. Certes, je ne connais pas dans toutes les langues comment ça se dit bonjour. Mais sachez une chose, je vous dis tantôt que la nature a horreur du vide. Et les peuples ont toujours été en interaction. Donc, désormais, vous aurez un autre son de cloche venant de cette web TV qui est née d'ailleurs même des multiples censures. Parlant des censures, nous sommes à 24 chaînes censurées en moins de 2 ans. J'estime que c'est énorme. Donc, l'idée est venue après une énième censure de monter avec les frères et sœurs une web TV qui nous permettra d'échapper à la censure. Donc, vous aurez une chaîne web TV avec des ramifications Instagram, Facebook. Donc, vous aurez les liens pour pouvoir vous y inscrire. Alors, nous allons également aborder un sujet très sensible. Vous savez que l'humanité a toujours été gérée par la gestion des croyances. Celui qui contrôle ta pensée contrôle la vie de tes générations, de génération en génération. L'Église, les religions contrôlent l'humanité. On dit c'est l'opium du peuple. À partir de cette web TV, nous allons continuer à développer les travaux qui ont été faits par nos aînés concernant ce paradigme-là. Nous allons vous donner un bref aperçu de la spiritualité africaine. Ceux qui se sentent et qui sont appelés, je dirais plutôt, ceux qui sont appelés par ce paradigme-là auront des éléments pour pouvoir se reconnecter avec qui ils sont. Voilà. Donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés, à tous les amoureux de la liberté, de bien vouloir se joindre à ce projet qui, rien que d'y penser, me donne le sourire tous les jours. Voilà. Alors, mon nom c'est Jules Ngane. Je vous remercie. See a woman with a bisheka. You don't know. Are you ready now? Let me go show them. Yeah. Yeah. Show them. Yeah. Mr. Flavor,